l'émission scientifique de Toxin, Alexandre Pugnage d'Aproval. Chers amis auditeurs de Toxin, bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission de curiosité scientifique sur Toxin Plus. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'importance et en même temps d'actualité. Nous allons chercher à savoir s'il existe des opérations de manipulation du climat, s'il existe des armes météorologiques et si ces armes météorologiques, si elles existent, sont employées dans ce qu'on pourrait appeler une guerre climatique et donc avec des effets géopolitiques. Pour ce faire, nous allons interroger trois invités. Un premier est journaliste franco-iranien, correspondant de guerre. Il revient, je crois, justement du terrain en Iran. Il va nous dire ce qui se passe là-bas parce qu'il y a eu des accusations graves de la part des autorités iraniennes, notamment d'ambassades accusant les États-Unis d'opérations notamment climatiques vis-à-vis de l'Iran. Je parle de Siavosh Ghazi. Bonjour cher monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur Ghazi, merci beaucoup d'être avec nous. Je vous donnerai la parole tout de suite après avoir présenté mes autres invités pour nous dire ce qui se passe en Iran actuellement et quelle est la teneur de ces accusations graves. Je reçois ensuite Pierre-Antoine Plaquevent. Bonjour Pierre-Antoine Plaquevent. Bonjour. Connu des auditeurs de Toxin, vous êtes analyste, auteur sur le site Stratégica, auteur notamment de Soros et la société ouverte chez Culture et Racines, de Société ouverte contre Eurasie chez The Book Edition. Vous êtes fondateur de la lettre confidentielle Polémos que l'on retrouve sur le Substack Pierre-Antoine Plaquevent. Duquel on a tiré l'article essentiel qui nous servira de trame dans cette émission Israël contre Iran, géopolitique et guerre climatique. Auteur également de Globalisme et dépopulation et Israël et la guerre mondiale des religions. Enfin, Philippe Bobola, que j'ai déjà eu le plaisir de recevoir. Bonjour Philippe Bobola. Bonjour Alexandre. Docteur en chimie, physique, biologiste, anthropologue, psychanalyste, membre de l'Académie AAAS, American Association for, je vais le dire avec mon bon accent franchouillard, for the Advancement of Science, et de l'American Chemical Society, de l'Académie européenne des sciences, des arts et des lettres, et de l'Académie des sciences de Lausanne, comme je le disais juste avant, auteur multi-récidiviste dans ces domaines, notamment contributeur du site Unité du Savoir, et un ouvrage à paraître chez Guitry Daniel que nous connaissons bien, L'esprit dans la matière, c'est ça, cher Philippe ? Oui, c'est l'esprit dans la matière. L'esprit dans la matière, à paraître. Voilà pour les présentations. Nous allons attaquer le vif du sujet, si vous le voulez bien, avec vous, Siavosh Ghazi, pour savoir ce qui se passe en Iran et quelle est la teneur de ces accusations des autorités iraniennes sur une manipulation climatique. Est-ce que vous pouvez nous résumer brièvement quelles sont ces accusations et de quoi il en ressort ? Alors, les accusations sont très simples. C'est qu'il y a, selon les autorités iraniennes, une guerre climatique qui a été menée par les États-Unis avec l'aide de plusieurs pays de la région, notamment les Émirats arabes unis, mais aussi Israël, contre l'Iran. Effectivement, on a assisté à une sécheresse sans précédent en Iran depuis maintenant 5 ans, une sécheresse très dure qui a commencé en fait il y a 10 ans, mais avec une accentuation depuis 5 ans. Par exemple, ici à Téhéran, là où j'habite, l'année dernière, l'eau potable, le réseau d'eau potable était coupé pendant la nuit parce que la plupart des barrages qui entourent de la ville de Téhéran, la province de Téhéran et la province voisine d'Alborz, soit au total une population de 22 à 23 millions d'habitants, soit un quart de la population iranienne, était privée d'eau potable et donc les autorités
couper l'eau potable sur le réseau la nuit pour obliger les habitants à consommer moins d'eau. Mais depuis le début de la guerre, on assiste à un changement climatique très important. Alors, à quoi cela est dû? Moi, je n'ai pas la conscience, la connaissance scientifique pour l'affirmer, mais ce que je constate, c'est qu'il y a des pluies très très importantes depuis le début de la guerre, le 28 février, et ce qui correspond aux frappes des gardiens de la révolution contre les bases américaines dans la région, des bases où il y a des radars américains. Et certains ici affirment, mais aussi ailleurs dans le monde, qui affirment que ces radars étaient destinés à empêcher les nuages d'arriver sur l'Iran et donc empêcher des pluies et provoquer une sécheresse importante. J'ai pour constater moi-même cette situation, j'ai pris la route pour aller jusqu'au lac de Roumier. En 2 jours, j'ai fait près de 3000 kilomètres entre Téhéran, Tabriz et Roumier. Roumier qui est à l'extrême nord-ouest de l'Iran, et ensuite revenir par la région du Kurdistan un peu plus bas, la région la province du Hamedan et la province centrale, la province Markazi. Et là, à chaque fois, j'ai pu constater que, par exemple, le lac de Roumier était rempli à moitié. Il y avait des barrages remplis également. Alors que il y a un an encore, le barrage, le lac de Roumier était complètement asséché. Tous les barrages dans cette région à la frontière avec la Turquie étaient complètement asséchés. Alors que de l'autre côté de la frontière, par exemple, le lac de Van était totalement rempli. Et donc, en faisant ce grand tour dans le nord-ouest de l'Iran, j'ai pu constater moi-même que les rivières étaient pleines, avec beaucoup d'eau, des étangs qui avaient été totalement asséchés étaient de nouveau remplis, avec des oiseaux migrants qui viennent de la Russie pour aller vers le sud. Et puis aussi d'autres phénomènes à travers l'Iran, par exemple à l'autre bout de l'Iran, à la frontière avec l'Afghanistan, le lac de Hamoun, qui était complètement asséché depuis de nombreuses années et de nouveau rempli, avec des gens qui peuvent faire du bateau. Donc il y a un changement climatique très important, qui correspond en termes de concomitance avec des frappes qui ont été menées contre les bases américaines où il y a des radars, des radars qui, selon certains experts, influencent et empêchent l'arrivée des nuages sur l'Iran. Ce qu'on a pu le constater, et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a un changement climatique très profond, très important, non seulement dans cette partie du nord-ouest de l'Iran, mais aussi dans l'ensemble du pays. Alors, ce qu'on constate, si j'ai bien compris, Siavash Ghazi, c'est donc que depuis plusieurs années, il y a un premier changement climatique, donc c'est-à-dire qu'en règle générale, l'Iran semble plus sec qu'auparavant, et que là, depuis quelques mois, donc depuis exactement le début de la guerre, l'Iran retrouve des précipitations. C'est bien ça. On a bien un phénomène en deux stades. Ah, absolument. C'est-à-dire qu'il y a depuis plusieurs années, il y a eu une sécheresse particulièrement importante qui a frappé l'Iran, avec des migrations de la population, par exemple des populations de la province du système Balochistan à la frontière avec le Pakistan, qui émigraient vers la partie nord du pays, ou encore des propriétaires terriens dans la région de Kerman,
qui avaient des propriétés de pistaches qui sont venus acheter des terres un peu plus au nord, dans la région de Téhéran, ou encore des propriétés terriens de la province d'Ispahan qui sont allés acheter des terres près de la mer Caspienne parce qu'il y avait une sécheresse particulièrement dure qui frappait l'Iran. Mais depuis le début de la guerre, alors quelle est l'explication? Je ne suis pas scientifique et je ne peux pas l'affirmer de manière certaine. Mais depuis le début de la guerre, on assiste à un changement climatique particulièrement important. Je vous ai envoyé quelques photos, quelques vidéos qui Écoutez, je montrent vous que par propose qu'on exemple les regarde ensemble et je vous laisse les commenter. alors absolument. Ça c'est des photos et des vidéos que j'ai prises quand je suis allé dans la partie nord-ouest de l'Iran, près du lac de Roumieh. Ces étangs étaient complètement vides il y a un an. Le lac de Roumieh lui-même était complètement asséché, avec un risque climatique très important, puisque le lac de Roumieh est le lac le plus salé dans le monde, un lac immense avec donc le risque de vent de tempête de sable salé qui aurait provoqué un désastre climatologique dans cette région si cela se produisait, parce que ça aurait donc touché l'agriculture toute cette zone du nord-ouest de l'Iran. Et puis d'autres photos, je ne sais pas si on les voit, dans la province du Kurdistan, un peu plus au sud, et aussi dans la province centrale, où on voit les lacs qui étaient ou des étangs qui étaient à moitié remplis ou asséchés, qui sont de nouveau remplis. Donc un changement climatique auquel on assiste depuis le début de la guerre. Voilà. Donc certains experts estiment que c'est dû au fait que les radars, notamment les systèmes de HARP, ont été détruits par les gardiens de la révolution lors des frappes qui ont été menées contre les bases américaines, notamment au Kurdistan irakien, mais aussi aux Émirats arabes unis. Et donc, ce qui a permis un changement climatique, donc qui a permis des pluies très importantes sur l'Iran, dans tout l'Iran, à la fois dans le nord-ouest de l'Iran, mais aussi dans le centre et aussi dans le sud-est de l'Iran. Alors, merci beaucoup, Siavash Ghazi, pour ce premier tour d'horizon en Iran. Donc, on l'a compris, changement climatique depuis quelques années avec assèchement général de l'Iran et depuis quelques mois, concomitamment, exactement avec le début du conflit contre les États-Unis et Israël. Retour de l'humidité, des lacs qui se remplissent. Enfin, voilà, les précipitations qui arrivent suite à la destruction de certaines bases américaines dans la région. Je vais me tourner tout de suite vers Pierre-Antoine Plaquevent, donc, qui a inspiré cette émission, notamment avec son article Israël contre Iran, géopolitique et guerre climatique, donc sur son Substack. Pierre-Antoine Plaquevent. Je vous laisse réagir aux propos de Siavash Ghazi et peut-être nous exposer les quelques éléments d'accusation formelle par les autorités iraniennes et peut-être quelques premiers éléments de réponse sur la réalité ou non d'armes climatiques. Est-ce qu'on est vraiment en présence d'un phénomène de ce type-là? Alors déjà, je rappelle qu'effectivement, du côté iranien, il y a déjà eu des accusations de ce type à plusieurs reprises. L'ancien président Mahmoud Ahmadinejad lui-même en avait parlé. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas comme... En fait, ces technologies existent. Alors, il faut distinguer peut-être deux choses. Je dirais la géo-ingénierie, qui peut même avoir comment dire, des applications civiles, et puis vraiment les armes de guerre météorologiques. Et en fait, il y a toute une littérature stratégique et tactique militaire qui existe sur le sujet. On parle d'armes mésologiques et d'armes environnementales. Donc, ce sont des armes qui, par essence, sont furtives. Donc, déjà, ont l'intérêt que... Alors, attendez, excusez-moi, Pierre-Antoine Plaquevent, parce que vous avez utilisé plein de termes un peu différents. Oui. Armes géologiques, non, alors, on parle, oui, alors il y a plusieurs... mésologiques, etc. Si vous voulez bien les préciser, s'il vous plaît. Ça désigne des technologies militaires qui agissent au niveau géophysique, c'est-à-dire au niveau de l'environnement.
Et donc, ça vise à altérer l'environnement de l'adversaire ou de l'ennemi. Et en fait, ces technologies ont été utilisées notamment pendant la guerre du Vietnam. Alors, il y a plusieurs sortes de technologies, on en parlera plus largement après, je pense, mais par exemple, pendant la guerre du Vietnam, l'opération Popeye a consisté à ensemencer les nuages pour augmenter la mousson et inonder la piste Ho Chi Minh pendant plusieurs années en essayant ainsi de saper le ravitaillement du Viet Minh. Et aussi, en fait, ça a un effet, je dirais, sur les populations, puisque par essence, ça a un effet, je dirais, déprimant, parce on est dans des conditions, voilà, comme il a bien été rappelé pour le cas de l'Iran, là c'était la sécheresse, au Vietnam c'était les inondations, on est dans quelque chose où on ne sait pas on attribue ça presque à la fatalité, et donc ça augmente, on dirait, le côté, ça rentre dans le côté de l'attrition, de guerre d'attrition. Et ces technologies sont tellement reconnues que dans les années 70, une convention au sein de l'ONU a été passée, la convention NMOD, sur les armes de modification environnementale, donc NMOD, qui interdit l'utilisation de ces armes. Et il y a toute une série de pays signataires, Une convention entre qui? entre des États membres de l'ONU, à l'initiative à l'époque de l'URSS. Justement, après la divulgation de l'opération Popeye et de l'utilisation des armes météorologiques au Vietnam. Et à l'époque, c'était même le journaliste Seymour Hersh qui avait fait toute une série d'articles dans les médias américains. Il y a même, j'avais retrouvé dans les archives de l'INA des émissions sur la télé française où on parle de cette opération Popeye. Donc ça, c'était dans les années 70. Et puis, alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que la plupart des régimes, je dirais, qui sont ciblés par les Américains, souvent font des accusations de ce type. Parce que vous avez Cuba qui a régulièrement parlé de cela, Fidel Castro a parlé de cela, et là, cela visait à corrompre les récoltes et à détruire les récoltes et l'agriculture à Cuba. Et donc ces techniques existent. Et il y en a de plusieurs sortes. Alors là, dans l'hypothèse que des bases auraient été frappées, par exemple aux Émirats arabes unis, il faut savoir, par exemple, aux Émirats arabes unis, l'ensemencement de nuages est une technique qui est largement utilisée et qui est même, en fait, il y a dans des pays comme les Émirats arabes unis, mais aussi même en Europe, hein, en Suisse ou ailleurs, il y a des sociétés qui vendent les services d'ensemencement de nuages. Alors ça peut être pour, je dirais, l'agriculture, ça peut être pour toutes sortes de services. Donc déjà, au niveau civil, c'est largement employé. Après, au niveau militaire, c'est encore autre chose. Et l'avantage, je dirais, Attendez, si vous voulez bien, Pierre-Antoine Plaquevent, Oui. arrêtons-nous 2 secondes sur l'aspect civil, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est proposé, chers amis auditeurs de Toxin, allez sur Internet, il y a des sociétés qui ont pignon sur rue, qui proposent leurs services. Alors voilà, il y a, par exemple, je crois en Suisse, il y a une société qui s'appelle WeatherTech. Par exemple, régulièrement, en Iran, des gens, on a parlé, Ahmadinejad avait parlé du fait que les voisins retenaient la pluie. Et alors évidemment, ça a été, on se gausse de ces accusations, mais en fait, quand on regarde bien, effectivement, les plus avancés en termes, par exemple, d'ensemencement de nuages, ce sont les Émirats arabes unis. Qui considère d'ailleurs je dirais l'approvisionnement en eau comme une réserve stratégique au même titre que le pétrole, et Israël. La société israélo-américaine Stardust Solution est une société de géo-ingénierie qui a pignon sur rue, qui est en fait celle qui a levé le plus de fonds l'an dernier, au début de cette année, et elle qui se lance dans toutes sortes de projets et qui a même en fait, elle, une visée la plus planétaire, au sens puisque il y a toujours un petit peu l'arrière-fond du réchauffement climatique qui est là, c'est l'idée de refroidir même la température de la Terre dans son ensemble. Et donc toutes ces sociétés, voilà, donc existent. Après, c'est intéressant aussi, si on remonte à l'époque des années donc 60-70, on voit que par exemple
le président Lyndon Johnson, au début de la course vers l'espace, utilisait l'argument du risque du contrôle climatique par satellite dans le fait qu'il fallait se dépêcher avant que les soviétiques ne deviennent, comme il disait, les maîtres de l'espace, mais aussi du temps et qu'ils puissent contrôler la météo sur Terre. Donc il y avait cet argument qui a été employé au début. Après, on n'a plus trop parlé parce que peut-être qu'on ne veut pas trop parler de ça au grand public. Il y a aussi Brzezinski, Zbigniew Brzezinski, le stratège bien connu, qui est un des fondateurs de la trilatérale. Donc c'est un homme très influent qui a vraiment en plus théorisé, je dirais, la contention de l'Eurasie et des puissances eurasiatiques, justement de la Russie, de la Chine et de l'Iran. Et lui, dans un livre des années 70, qui s'appelait Entre deux âges, l'ère technotronique, expliquait que prochainement, on se doterait de technologies de contrôle météorologique qui ferait qu'il y aurait des guerres qui ne seraient pas déclarées et qui seraient connues peut-être de seules certaines personnes des appareils de sécurité et de renseignement. Donc voilà, donc ça c'était dans les années 70. Ces techniques depuis, on se sont développées. Alors ce que je montre dans mes séries là d'enquête sur le Substack, c'est par exemple si on regarde les brevets qui ont été déposés. Et vous avez ça c'est un article que je vais sortir sur tous les brevets qui existent sur les systèmes d'irradiation planétaire, c'est-à-dire des systèmes de satellites qui sont basés à des orbites qui permettent d'orienter la lumière solaire de telle manière à soit éclairer par exemple la Terre de nuit, soit même à réchauffer des surfaces précises. Et ça peut être de grandes surfaces. Et ça, ce sont des technologies qui ont été développées à titre de brevet, déposées à titre de brevet dès les années 50-60, et qui maintenant sont développées par des sociétés comme la société Reflect Orbital, qui a été fondée par des gens de SpaceX, qui est alimentée par un gros fonds d'investissement qui est le fonds Sequoia, qui est aussi le fonds qui a alimenté SpaceX. Et en fait, là, il y a encore des millions qui sont brassés là-dedans. Et eux ont justement ces projets de satellites miroirs qui en fait reflèteraient la lumière du soleil. Et ce qu'on peut se demander sur la question de l'Iran, là, sur le fait que d'un seul coup, la météo se bouleverse, je me demande s'il n'y a pas, il y a la question des satellites, des bases sur Terre, mais peut-être qu'il y a eu aussi des destructions faites peut-être par des alliés de l'Iran, je ne sais pas, de satellites en orbite, puisque cette guerre-là, il faut savoir que par exemple dans les années, quand il y a eu la dernière explosion du volcan d'Hawaï, les Américains ont accusé les Chinois d'avoir utilisé des armes sismiques pour déclencher cette explosion. Donc on a donc ces armes en fait et aussi peut-être dernier aspect sur la réalité, je dirais, de ces technologies. C'est par exemple il y a ce document qui a été publié par l'US Air Force dans les années 97 par là, qui s'appelait Maîtriser la météo à l'échelle 2025, un facteur multiplicateur de puissance. Et c'est une étude qui montre en quoi le contrôle, les armes météorologiques et le contrôle climatique est un avantage stratégique que les Américains doivent absolument maîtriser à l'horizon 2025. Le Parti communiste chinois lui-même donnait cet horizon de 2025 pour, on va dire, maîtriser la météo. Alors, Pierre-Antoine Tagvan, une petite parenthèse, parce que vous évoquez le PC chinois, donc l'organe dirigeant de l'État chinois. Et restons sur les technologies civiles, en tout cas les mieux connues, parce que par définition, les technologies militaires sont forcément échappent un peu à notre vue. Mais on évoquait déjà le terrain du Moyen-Orient. Donc l'Iran, on a vu ces dernières années, vous avez évoqué les Émirats arabes unis, mais on a vu, par exemple, des inondations, des crues, qu'on n'avait jamais vues dans la péninsule arabique ces dernières années. On a vu en Chine, notamment au moment des JO, et ça a été dit publiquement, une manipulation du climat pour ne pas avoir de pluie pendant les cérémonies, etc., etc. C'est des choses qui n'ont pas été cachées. On sait que la Chine développe sur le plan civil, et on comprend très bien l'utilité d'avoir ou non de la pluie
pour les cultures, tout simplement. Et dans la péninsule arabique, c'est encore plus clair, vu le caractère désertique de la zone, civilement, pour l'agriculture, d'avoir ou de ne pas avoir d'eau. Donc, c'est des choses qui sont évidentes. Si on a les capacités de développer telle ou telle technologie, on va le faire, même au-delà de la volonté de nuire aux tiers. Ça semble l'évidence, ne serait-ce que pour contrôler, comme la Chine, la météo pour un événement planétaire. Bah, c'est le propre de la technique, hein, qui est toujours un Janus à deux visages, c'est-à-dire dès dès que quelque chose est inventé, eh bien, il a son volet civil et puis il a son volet militaire, il a son volet de création et de destruction. Et c'est la même chose pour ces technologies. Depuis le début, en fait, forcément, elles fascinent puisque elles donnent je dirais, des attributs quasiment divins à celui qui les maîtriserait. Et puis, en même temps, elles sont très périlleuse parce que, admettons même dans le cas de la géo-ingénierie civile, on parle tout de même de bouleverser des équilibres qui nous dépassent. Et ce qui est pointé du doigt par les détracteurs, bon déjà il y a comme toujours, hein, je dirais comme dans le cas des questions de sanitaire et autres, c'est-à-dire que les choses sont imposées sans qu'il y ait jamais de débat. Mais bon, ça finalement on a l'habitude. Mais une fois que c'est là, est-ce que les gens qui lancent ça maîtrisent complètement les bouleversements d'équilibre que cela induit, surtout dans la perspective comme des sociétés comme Stardust Solutions, qui explique que voilà, il faut lutter contre le réchauffement climatique et donc il faut vraiment refroidir la température de la Terre et particulièrement de l'Europe d'ailleurs, hein, ils disent. Et cela, ça passe par tout un tas de technologies qui vont être. Alors, on va rendre les nuages plus réfléchissants, on va faire tout un tas. Si vous voulez bien, Pierre-Antoine Blaguement, on va garder Alors, ça pour la deuxième partie parce que c'est oui, d'accord. absolument passionnant ce point-là et on va le développer notamment avec Philippe Bobela. Je pense qu'il Oui. aura des choses à dire là-dessus. Je voudrais juste quelques minutes qu'on reste dans la zone Oui. iranienne et un peu à côté de la péninsule arabique. Peut-être me retourner vers Siavosh Ghazi. Est-ce que vous avez, vous, constaté, enfin, suivi un peu ces crues, ces précipitations anormales dans la péninsule arabique ces dernières années, dont je parlais il y a quelques minutes? Alors, on sait qu'il y a eu des précipitations très importantes, par exemple aux Émirats Arabes Unis, il y a 2 ans, je crois, donc qui était anormal, alors que par exemple le territoire iranien était complètement asséché, et sec, sans pluie, et donc des questions se posaient. L'Iran, dans la région, par exemple, de Téhéran, où il y a dans la province de Téhéran et la province voisine d'Alborz, qui sont fournis en eau potable par 4 barrages. Il y avait pratiquement pas d'eau potable dans les barrages. Les barrages étaient les 4 barrages qui entourent ces 2 régions. Donc étaient complètement vides, moins de 10% d'eau potable, et donc un risque très important d'eau potable pour 25% de la population iranienne. Depuis la guerre, on assiste à un changement vraiment important de pluie à travers tout l'Iran, puisqu'il pleut beaucoup. Par exemple, j'ai le témoignage de paysans qui, dans la région à 200 km de Téhéran, qui me disaient que lorsqu'ils étaient jeunes, enfants, allaient dans les champs pour aider leurs parents, au printemps, et ils revenaient à la maison avec les vêtements complètement mouillés. Et cela ne s'était pas produit pendant plus de 40 ans, et que désormais, depuis quelques mois, c'est de nouveau le cas. C'est-à-dire que quand les gens vont donc sur les champs, ils reviennent avec les vêtements complètement mouillés, parce qu'il y a beaucoup de pluie, qui était qui n'avait pas connu pendant plus de 30 ou 40 ans. La même chose, par exemple, des barrages qui étaient complètement vides sont remplis, débordent. Par exemple, autour de lac de Roumier, les barrages ont débordé. Les autorités ont été obligées d'ouvrir les vannes pour remplir le lac de Roumier, qui est le plus grand lac dans le nord-ouest de l'Iran, alors que à 300 km ou 400 km de l'autre côté de la frontière, en Turquie, le lac de Van
était totalement rempli, alors que le lac du Roumier était complètement asséché. Donc, un changement climatique très, très important auquel on assiste dans tout l'Iran, qui est concomitant avec le début de la guerre et la destruction et les frappes qui ont été menées contre les bases américaines dans toute la région, au Kurdistan irakien, en Irak, en Jordanie, mais aussi aux Émirats arabes unis. Donc, certains expliquent que, en fait, cela est dû au fait que les systèmes de radar HARP, utilisés par les Américains pour un changement climatique, ont été détruits lors de ces frappes menées par les gardiens de la révolution. Et donc, c'est ce qui explique ce changement climatique très important sur l'Iran. Alors moi, je n'ai pas la connaissance scientifique pour donner des explications scientifiques sur cela, mais ce que je constate, c'est que on assiste depuis 3 ou 4 mois, depuis le début de la guerre, à un changement profond du climat, avec des pluies très importantes, alors que l'Iran était menacé d'une sécheresse sans précédent, avec des conséquences dramatiques pour la population. Merci beaucoup, Serge Gazi. Alors, je vais me tourner vers Philippe Bobolin, qui est resté sage depuis le début de l'émission. Non, mais j'ai Euh, écouté attentivement. alors, Euh, Serge Gazi nous disait qu'il n'avait pas l'explication scientifique. Alors, je me tourne vers le scientifique de l'étape pour alors, avoir déjà son opinion sur ces premiers éléments. alors, pour faire venir la pluie, si vous voulez, il faut qu'il y ait une évaporation d'eau, d'accord? Et cette eau évaporée va se fixer sur des centres de nucléation. Alors, ça peut être des aérosols, des poussières, des polymères, du sulfate de barium, de strontium, d'aluminium ou l'iodure d'argent. Oui, c'était la plus Et connue, voilà, l'iodure d'argent. l'iodure d'argent, c'est ce qui a été utilisé pour l'opération Popeye entre 1967 et 1972 pour maintenir une mousson et donc handicaper l'armée ennemie qu'on veut combattre. Évidemment, quand vous êtes dans la boue, c'est beaucoup plus difficile à vous déplacer, il y a plein d'effets secondaires. Alors pour comprendre ça, il faut revenir à Nikola Tesla, ce chercheur d'origine serbe, qui avait compris que circulent sur Terre des énergies entre la Terre, la croûte terrestre et la structuration de l'atmosphère. Alors, en gros, l'atmosphère, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, hein, il y a la troposphère, qui est entre, allez, on va dire, 15 et 20 kilomètres. Il y a la stratosphère, il y a la mésosphère, et il y a la ionosphère. Comme son nom l'indique, c'est fait d'ion. Donc, on est entre 80 kilomètres et 1000 kilomètres. Donc, le Soleil nous envoie de l'énergie sous forme d'ondes. Et parmi les rayonnements émis par le Soleil, il y a les rayons X et les UV qui vont interagir avec principalement l'oxygène et l'azote, qui constituent les deux éléments principaux de l'atmosphère, et arracher des électrons. Donc vous allez avoir ce qu'on appelle un plasma. Donc cette couche ionosphérique permet la télécommunication. Officiellement, c'est Marconi qui a fait en 1901 les premières télécommunications, mais dans les faits, c'est Nikola Tesla qui avait compris ça. C'est-à-dire que la surface de la Terre, la croûte terrestre et la ionosphère fonctionnent en relais. C'est-à-dire vous envoyez une onde, elle est réfléchie sur la ionosphère, renvoyée sur le sol, la lithosphère, et comme ça, vous avez comme une balle de tennis qui rebondirait entre deux plaques. Vous avez la possibilité de la télécommunication avec les fameuses ondes radio. Alors, vous commencez à comprendre que cette couche ionosphérique est capitale pour les phénomènes météorologiques. Nikola Tesla avait compris que les orages, on a à peu près 2000 orages par instant, 50 à 100 éclairs, ce qui fait que dans une journée, nous avons 5 millions d'éclairs. Ça charge cette couche ionosphérique. Et quand vous avez une plaque positive et une plaque négative, la plaque positive étant la ionosphère, la plaque négative, la croûte terrestre, et ben vous avez un condensateur qui peut se charger et se décharger. Vous commencez à comprendre que si on agit par des ondes bien choisies, notamment des ondes à basse fréquence, entre 3 kHz, le kilohertz, le milieu d'hertz et 30 kHz, ou extrême, euh, ou encore plus bas, entre 3 et Hertz et 30 Hertz, eh bien, vous pouvez agir sur cette couche ionosphérique et complètement contrôler
les phénomènes météorologiques. Par exemple, si vous faites une action ondulatoire par ce type d'onde, et généralement on envoie 3,6 mégawatts. Alors il y a à Dakota, qui est un endroit, il y a 180 antennes. Chaque antenne fait 22 mètres de haut, 35 mètres de diamètre. On peut envoyer des ondes qui forment comme un rayonnement laser. Et quand vous avez ce type de rayonnement, ben, vous avez une forte action sur la ionosphère avec des conséquences météorologiques. Vous pouvez, par exemple, si vous faites un trou dans la ionosphère et puis un autre endroit, c'est beaucoup plus dense, vous allez avoir une différence de température, vous pouvez créer un cyclone. Vous pouvez diriger une énergie forte à un endroit, c'est les armes à énergie dirigée. Si vous les dirigez sur des failles, vous pouvez provoquer un tremblement de terre. On peut provoquer des tremblements de terre en faisant une explosion souterraine. Et si vous la faites sous l'eau, c'est un tsunami que vous créez. Et donc souvent, si vous regardez ce qui s'est passé les dernières années, quand il y avait des tremblements de terre, il y avait un éclair. Ça, c'est pas normal. Il n'y a pas un tsunami sans qu'il y ait un tremblement de terre. Or, des fois, on a des tsunamis sans qu'il y ait de tremblement de terre. Donc, c'est pas des phénomènes naturels. Alors, on peut empêcher, en agissant sur la ionosphère, la migration des nuages, donc empêcher la pluviométrie, donc créer la sécheresse. Donc, c'est des armes redoutables puisque déjà à l'époque de Lyndon Johnson, Gordon J.F. MacDonald considérait que c'était le prochain souffle de l'action militaire, avoir la possibilité de créer des intempéries sur un territoire donné et agir à distance. Parce que vous pouvez créer par exemple un miroir dans la ionosphère concave et vous pouvez agir à distance, c'est-à-dire avec une précision d'un mètre sur, je sais pas, 100 kilomètres, et vous pouvez envoyer une énergie puissante. Donc, vous commencez à comprendre que les travaux de Tesla ont été repris par un chercheur qui s'appelle Bernard Eastlund, qui a créé une société Arco. Et à partir de là, ça a été le début d'une réflexion sur les armes climatiques qui permettent de mettre un pays à genoux. Parce qu'effectivement, si vous menacez un pays d'utiliser les armes climatiques, bah, vous pourrez créer un cyclone, un tremblement de terre, un tsunami, une sécheresse, une pluviométrie excessive, etc. Donc on sait qu'on peut maîtriser la pluviométrie. Il n'y a pas très longtemps, j'écoutais une émission à la télé où il parlait des nanoparticules. On peut maintenant avoir des actions par des satellites qui viennent, voilà. On peut limiter l'arrivée des rayons du soleil par réflexion. C'est un peu ce que veut faire Bill Gates, diminuer d'un facteur 30% l'arrivée des rayonnements solaires et créer des conditions d'un hiver nucléaire, finalement, parce que quand vous avez une explosion volcanique, vous libérez du sulfate, de l'acide sulfurique dans l'atmosphère et vous empêchez les rayons du soleil d'arriver sur le sol pour limiter l'effet serre. Donc vous voyez que c'est pas si difficile à comprendre du point de vue conceptuel. Et donc on peut dire que les principaux pays ont des armes climatiques plus ou moins efficaces. Pour la Russie, c'est Sura à Novgorod. Les Chinois ont dans la région d'Henan, à Samia, également un dispositif pour avoir des armes climatiques. L'Europe s'est installée à Tromsø en Norvège et donc on sait que l'Europe aussi a des armes climatiques. Donc ces armes circulent sous le manteau, sauf que le grand public, ça lui paraît incompréhensible de contrôler la météo. Et donc ça fait penser à la troisième loi de l'auteur de science-fiction Arthur C. Clarke. Il avait énoncé une loi qui dit la chose suivante: une technologie suffisamment avancée ne peut pas se distinguer de la magie. Donc pour la plupart des gens, c'est de la magie. C'est impossible qu'on puisse contrôler le climat. Or, nous avons des moyens de contrôle du climat. Et ça va jusqu'au bout, parce qu'on espère contrôler le mental des gens. Parce que, si vous voulez, quand vous êtes entre une plaque positive et une plaque négative, un condensateur, vous avez des ondes qui sont émises naturellement et réfléchissent, on appelle les ondes de Schumann. Et on sait que quand on modifie ces ondes de Schumann, eh bien, on perturbe le rythme circadien, on a des maux de tête, on a des dépressions, etc. Donc,
On sait également qu'on peut agir sur le vivant qui a une dimension vibratoire. Et c'est pour ça que, entre autres, l'homéopathie, quand on donne une explication vibratoire, c'est rejeté, parce que si on comprend que le vivant a une dimension vibratoire et matérielle, on comprend que la vibration puisse agir sur la vibration. On sait que si on envoie des ondes pulsées sur des cellules in vitro, on peut faire exploser l'ADN si vous êtes à 3 gigahertz. Alors, ces choses sont connues, hein. À partir du gigahertz, vous avez des armes militaires à partir de 3 gigahertz. Alors, dans les années 60, on a fait une expérience à l'insu des Américains sur une ambassade américaine. On a envoyé des ondes dans la dimension des gigahertz. On a regardé ce que ça a créé. Ça perturbe la réactivité des gens, ça perturbe la qualité du sommeil. Oui, il y a une action physique par des tremblements, ce qu'on appelle ptosis palpébrale. Vous avez des modifications des ondes du cerveau qu'on mesure par l'électroencéphalographie. Donc, ça fait beaucoup d'actions possibles sur une population, aussi bien par le climat que sur l'action sur le vivant. Alors, merci beaucoup, Philippe Bobola. Je voudrais qu'on reste sur l'aspect climatique et armes climatiques. Je vais me retourner vers Pierre-Antoine Plaquevent parce que vous aviez commencé à évoquer la dispersion de particules dans l'atmosphère et Philippe Bobola a évoqué également ce sujet avec peut-être l'existence de particules réfléchissantes. Alors, on voit assez bien quelle pourrait être l'utilité dans un cadre de réchauffement climatique. On se dit qu'il est causé par l'effet de serre. Et tout simplement, en diffusant une sorte de couche réfléchissante, on pourrait limiter le rayonnement sur la Terre et donc empêcher le réchauffement climatique. Et donc, on est sauvé, Pierre-Antoine Plaquevent. La science et la technologie vont sauver l'humanité du méchant, réchauffement, non? Oui, alors effectivement, alors les techniques sont diverses, mais en fait c'est par exemple, ça peut être cette dispersion de matériaux qui peut reproduire une explosion volcanique, mais ça c'est la chose la plus extrême. Après, il y a le fait de renforcer la blancheur des nuages pour qu'ils soient plus réfléchissants de la lumière solaire. Et il y a effectivement le fait de lancer tout simplement des produits comme l'iodure d'argent, etc., pour créer des précipitations et autres, ou à l'inverse, d'autres substances pour créer des périodes de sécheresse. Et effectivement, si vous voulez faire croire, comment dire, renforcer le narratif du réchauffement climatique, au bout d'un moment, il faut qu'il y ait de la sécheresse. Donc, il faut créer des sécheresses aussi artificielles. Et notamment en Europe. Et puis, il y a cette question que tout le monde constate en regardant le ciel, enfin tout le monde, ceux qui peut-être lèvent encore les yeux vers le ciel, que le quadrillage du ciel est de plus en plus fréquent et massif. Et que alors, on a, à dessein, hein, on a laissé se développer, je dirais, En fait, comme il n'y a pas de discussion, eh bien, on va dire, oui, c'est toujours pareil, l'ancienne du complotisme. Et on parle de chemtrails, mais les chemtrails, qu'est-ce que ce serait? Alors on nous dit, non, en fait, ce ne sont pas des chemtrails, ce ne sont pas des traînées avec des produits chimiques, ce sont des contrails, donc tout simplement les traînées naturelles dues à l'écart de température entre les réacteurs et l'air froid. Le problème, c'est que on n'assiste pas dans ce cas-là à des traînées qui durent des dizaines et des dizaines de kilomètres, et surtout quand on voit clairement les avions qui décrivent même des circonvolutions, qui font des demi-tours en faisant ces traînées, et puis ensuite on voit ces traînées qui s'étalent, et qui créent justement cette espèce de miroir comme ça, et cette atmosphère blanchâtre, et après on peut constater dans les jours suivants le changement de météo par rapport à ce qu'il y avait au moment où on a constaté ces aspersions. Alors on va dire, par exemple, il y a aussi toute une flotte. On se va se dire, mais comment c'est possible? Est-ce que ce sont des avions civils? Alors, il y a des avions civils qui peuvent faire ça, mais il y a aussi toute une flotte d'avions de l'OTAN non immatriculés qui volent et qu'on peut identifier même avec les logiciels de vol. Et on voit effectivement qu'il y a ces choses-là. Alors, aux États-Unis, c'est encore plus documenté parce que
certaines personnes, par exemple, qui avaient investi massivement dans les panneaux photovoltaïques en Californie, notamment, se sont rendus compte qu'en fait, ils avaient un ciel constamment voilé, que ça marchait mal, et ils ont commencé à s'interroger sur ce qui se passait. Et là, ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème. Donc ces technologies-là, et en fait, si vous regardez par exemple donc cette société dont je vous parlais, société israélienne, israélo-américaine, Stardust Solution, eh bien eux font aussi du lobbying auprès de l'ONU notamment afin de changer le droit international autour de la géo-ingénierie. Il y avait aussi John Brennan, ancien directeur de la CIA, qui, lors d'une conférence au sein du Council on Foreign Relations, donc là, on parle de gens qui sont quand même au sommet je dirais, des pouvoirs décisionnels actuels. Eh bien, John Brennan avait parlé justement des techniques d'ensemencement de nuages, du cloud seeding, en disant qu'il fallait créer une régulation mondiale par rapport à ces techniques. Donc progressivement, en fait, ils imposent l'usage et ensuite ils vont faire, je dirais, comme ce que l'OMS fait dans le cadre du sanitaire, eh bien, ils vont essayer d'amener une pseudo-régulation, mais ça va être effectivement pour, j'imagine, maîtriser la chose et empêcher que les adversaires russes, chinois et autres utilisent Alors, ça attendez, comme ils le Pierre-Antoine voudraient. Plaquevent, Oui, plusieurs points, parce qu'il y a énormément d'informations dans ce que vous dites. Je voudrais qu'on commence par diffuser très rapidement un tweet du ministre Robert Kennedy, américain. C'était un tweet de 2024. Voilà, on voit, il dit nous allons faire cesser ce crime. Et alors, clairement, il fait référence à ce que vous évoquiez, c'est-à-dire les chemtrails. À noter tout de même qu'il y a un certain nombre d'États américains qui oui. prennent actuellement des mesures juridiques d'interdiction de ces chemtrails. Donc, s'il y a des mesures d'interdiction, c'est donc qu'il y a bien existence de la chose reconnue par un certain nombre d'États. Premier point. Deuxième point, vous évoquiez la société Stardust Solutions. Sean. Et vous dites dans cet article, et vraiment je renvoie les auditeurs à votre Substack, hein, Pierre-Antoine Plaquevent, pardon, parce que c'est vraiment passionnant. Hein. Et je cite une citation du PDG. Expliquait que l'entreprise, donc Stardust Solutions, avait mis au point une particule réfléchissante spéciale et de la technologie permettant d'en libérer des millions de tonnes dans la haute atmosphère. L'objectif, atténuer la lumière du soleil à travers le monde et inverser le réchauffement climatique, etc., etc. Donc, ça indique plusieurs choses. Donc ça, c'est janvier 2024. Un, la technologie existe. Mhm. Deux, il s'agit de la déployer à l'échelle mondiale, et c'est ce que vous venez de dire. Ensuite, il faudra la contrôler au niveau mondial, et là, on arrive disons-le, dans le complotisme le plus crasse, dont je vais me faire le porte-voix. C'est-à-dire que, oui, une fois qu'on aura déployé ça au niveau mondial, et si c'est pour faire face à une menace mondiale comme le réchauffement climatique, elle-même reconnue au niveau mondial par l'ONU, par le GIEC, etc., etc., il faudra mettre en place ce fameux gouvernement mondial. On arrive à la conclusion. En fait, les menaces, je dirais, naturelles sont les meilleures pour les mondialistes, puisque Oui, si vous voulez, menace globale, solution globale. voilà exactement, et si vous voulez, tant que vous avez que des ennemis, je dirais, géopolitiques, ça va rester des ennemis locaux finalement, des ennemis humains. Bon, alors il y a la notion de criminel contre l'humanité, etc., mais on est toujours dans cette idée unifier l'humanité face à un ennemi, mais il n'y a rien de mieux que, par exemple, une pandémie. Bon, là, c'est l'ennemi de l'humanité dans son ensemble. Le dérèglement climatique, pareil. Et donc, utiliser les catastrophes naturelles comme un prétexte d'unification totalitaire, c'est le meilleur moyen d'arriver à ces fins. Et donc, vous parliez des solutions de Stardust, voilà, de la société Stardust Solutions. Il y a aussi, là, je me penche sur Reflect Orbital, qui sont en train d'essayer de mettre en place alors, ce qui, selon moi, existe déjà, mais ils le perfectionnent. Hein. C'est-à-dire, c'est ce système d'irradiation des surfaces planétaires. Il y a un brevet qui a été déposé dans les années 60
par un ingénieur de Westinghouse, je crois, qui s'appelait Système et méthode d'irradiation des surfaces planétaires. Ce brevet a ensuite été, comment dire, augmenté à plusieurs reprises, et notamment sur toutes les questions de géo-ingénierie. Et l'idée, donc, comme je vous disais au début de l'émission, c'est de faire un réseau de satellites à miroir réfléchissant qui pourrait utiliser, comme nous expliquait aussi Philippe, la lumière solaire, la concentrer à des endroits et agir donc sur la ionosphère et donc sur le climat. Alors éclairer la Terre, ça peut être aussi éclairer des zones de la Terre la nuit. Et c'est pour ça que la société actuellement qui travaille là-dessus, qui a repris un peu ses recherches, s'appelle Reflect Orbital. Elle est liée à SpaceX et son satellite prototype s'appelle Erendil. Erendil, c'est une référence à Tolkien, et souvent ces gens font référence à Tolkien, hein, comme Peter Thiel avec Palantir, etc. Et en fait, si on regarde bien, et là c'est pour un autre volet, mais qui est toujours intéressant, c'est que Erendil, en fait, Tolkien l'a pris d'un ancien euh, poème du début de la chrétienté, et qui est en fait l'étoile du matin. Et l'étoile du matin, vous savez, dans l'écriture, ça a deux sens. Ça peut désigner des fois le Christ, mais ça désigne surtout Lucifer. Donc, quand vous voulez faire un réseau de miroirs orbitaux qui reprennent la lumière du soleil et qui s'en rendent maîtres, et que vous l'appelez en quelque sorte Lucifer, bon, on voit qu'on est toujours un petit peu dans ce que j'appellerais le club de Baal, un peu, hein, tous ces gens-là qui ont toujours ces idées démiurgiques. En fait, ce sont des gens qui se prennent pour des démiurges qui peuvent contrôler non pas juste la vie humaine, mais vraiment la géosphère dans son ensemble, hein, la vie terrestre dans son ensemble. Donc il y a un aspect démiurgique. Et donc ces gens-là, oui, ils ont comme projet l'unification par la contrainte du genre humain et de créer un système politique qui va avec leur idéologie. Et les armes climatiques sont pour moi un des volets, si vous voulez. À chaque fois, j'ai étudié la biopolitique au moment du Covid, les aspects plus politiques, géopolitiques dans les autres livres. Eh bien, en fait, il y a plusieurs aspects et cela se rejoint dans un projet. C'est pour ça que comment dire, on est démuni face à ça parce avec l'accusation de complotisme, mais il n'y a même plus de complot. C'est-à-dire que ces choses-là sont, je dirais, c'est le mensonge. Plus c'est visible, moins c'est visible presque, hein, parce que c'est devant nous en fait. Hein, c'est là, il suffit de Oui, regarder. mais c'est là où en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a quasiment pas de mensonge. C'est simplement que, en réalité, quand on creuse un peu enfin, les références que vous avez dans votre article, Pierre-Antoine Plaquevent, ça me semble pas être des choses absolument délirantes avec des années d'investigation. C'est des choses, il y a des articles qui sont publics, des références publiques, etc., Oui. etc. Donc, c'est comme d'habitude, c'est pas si caché que ça. C'est simplement que le simple fait de l'évoquer, on a l'impression d'être fou, mais non, c'est Non, sous en nos fait, yeux, quoi. ce qui est caché, c'est la synthèse. C'est-à-dire, en fait, Et le but aussi. Le voilà, but, on nous maintient dans la confusion à dessein afin de nous vaincre. Voilà, ça c'est une technique de bien guerre, hein, je connu. dirais, c'est le brouillard de guerre. Donc on nous maintient dans la confusion, on nous bombarde d'informations, on laisse justement macérer les choses pour dire, regardez, ceux qui en parlent, ce sont les complotistes et les agités. Et puis en fait, donc vous avez la doxa d'un côté et puis et les autres qui doivent se débrouiller, je dirais, par eux-mêmes. Mais en fait, les informations sont là. Et effectivement, ce qui est empêché, c'est la synthèse. Et puis la synthèse, je dirais, au niveau public. Voilà, parce que finalement, ce qui manque, c'est quoi? Ce serait des responsables politiques, des gens comme ça qui prendraient les choses en main, qui diraient, regardez ce qui se passe. Mais des gens comme ça, eh bien, en Occident, alors effectivement, aux États-Unis, il y a Kennedy, il y a des gens comme ça. Mais c'est ça la puissance de ce système, c'est que ils arrivent même à récupérer la contestation et à chevaucher les narrations qui leur posent problème. C'est une machine très bien rodée. Alors, je vais me Alors, tourner vers Philippe Bobola, peut-être avec sa casquette d'anthropologue, pour un mot de conclusion, et après j'en donnerai un à Volgadi. simplement, si on fait un petit saut dans le passé, dans les années 60-63, il y a eu un projet qu'on a appelé Westford qui a consisté à envoyer à 3700 km 480 millions d'aiguilles de zinc
qui faisait à peu près 1,78 cm pour modifier le climat. Donc, vous voyez, ça date pas d'aujourd'hui, cette volonté de contrôler le climat. Et puis, vous avez deux cinéastes suisses qui ont fait un film, Overcost, Matthias Jank et Tristan Albrecht en 2023. Alors, ils ont été à côté des chemtrails avec un avion, avec un laboratoire à l'intérieur de l'avion, et ils ont analysé ce qui sortait de ces fameux chemtrails. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait du sulfate de barium, du sulfate d'aluminium. Ces particules décantent. Il y a un journaliste qui s'appelle Patrick Pazin qui a étudié la quantité de sulfate d'aluminium et de barium dans les bacs à sable de Paris. Elle est supérieure à 30% à ce qu'elle était auparavant. Donc il y a bien une décantation et c'est objectivable. Donc cette volonté, alors on pourrait dire d'être Dieu à la place de Dieu, c'est-à-dire on pense à Zeus qui contrôlait euh, les éclairs. Il y a une volonté de contrôler absolument tout, de l'atmosphère à la génétique en passant par le mental des gens, et c'est ça qu'on est en train de voir. Alors, comme disait Pierre-Antoine Palavant, au départ c'est combattu, c'est complotiste, et puis progressivement, ça rentre dans la normalité, et c'est la fenêtre d'Overton, jusqu'à un moment donné, être accepté par le grand public. Au début, c'est un choc, puis progressivement, on s'habitue. D'ailleurs, on parle de dérégulation climatique, et ce qui est fait, c'est une dérégulation climatique. Donc même le terme, au départ, on parlait de réchauffement climatique, maintenant on parle de dérégulation climatique, parce que c'est le résultat d'une dérégulation. Et comme il n'y a pas vraiment de compréhension vis-à-vis de ça. Souvent, les gens ils disent ouais, mais comment c'est possible, etc. Bah, vous avez une explication. Si nos auditeurs veulent aller plus loin, il y a des tas d'articles qui expriment clairement comment on peut modifier un climat. Voilà. C'est du domaine des plasmas, qui est une spécialité de la physique. Et donc, on sait très bien que dans cette couche, par des ondes, on peut arriver à déplacer les électrons, les faire rentrer en collision, créer un échauffement, qu'on appelle un échauffement ohmique. Ça dégage un type d'onde qu'on appelle les ondes de Langmuir. Et donc, nous sommes entourés. Et donc, le projet, c'est le contraire du projet mondialiste de Nikola Tesla, c'était d'avoir accès à l'énergie libre. Et pour lui, il avait réussi à faire fonctionner une voiture uniquement en captant l'énergie avec des capteurs, des petites antennes, parce qu'il y a une énergie qui circule sur la croûte terrestre, qui circule dans l'atmosphère et qui est gratuite. Donc effectivement, c'est pas du tout le projet qui est en place avec les mondialistes. C'est vraiment arriver à avoir un contrôle absolu sur l'ensemble des éléments du vivant, depuis la météo, la terre, en passant par l'éducation, etc. Voilà un petit peu le projet. Et je suis d'accord avec Pierre-Antoine, il y a beaucoup d'éléments, mais il n'y a pas de synthèse. Et quand on fait la synthèse, on voit bien qu'il y a un but de contrôle absolu. Mais on ne le voit pas quand on a les éléments séparés les uns des autres. C'est pour ça qu'il faut avoir une vision holistique ou systémique. Et donc, on est, nous, pour une géopolitique systémique où effectivement, on ne peut pas faire la géopolitique comme on faisait il y a 50 ans sans tenir compte des armes climatiques, sans tenir compte de la génétique, sans tenir compte de toutes les nouvelles découvertes qui viennent renforcer le projet. Il faut avoir une vision systémique. Et c'est un peu la difficulté parce qu'on est un peu seul, on fait ses recherches et on doit réunir. C'est un petit peu comme l'IA, vous voyez, elle a sa capacité de relier les choses les unes aux autres. Oui, et ce qui impose de sortir notamment de son segment de spécialité. Ce qui est un peu ce qu'on essaye à notre très modeste mesure de faire sur Toxin en règle générale et en particulier dans cette émission. Je vais me tourner vers Siavosh Ghazi si vous avez un mot de conclusion, cher monsieur. Déjà, je voulais vraiment vous remercier d'être intervenu de loin par rapport à nous et avec votre regard directement de terrain, parce que c'était très important d'avoir la réalité de ce qui se passe, parce que nous ne voyons ça que par médias interposés. Et ça, voilà, avec tout le brouillard de guerre qu'on peut avoir et une incertitude quant à la vérité. Donc déjà, merci beaucoup. Si vous avez un mot de conclusion sur ces phénomènes et peut-être la manière politique de les gérer par le régime, pardon. Écoutez, bon, les explications scientifiques
donc il faut les écouter et réécouter pour essayer de les comprendre. Moi, je ne suis pas scientifique et je ne maîtrise pas ces explications. Mais ce que je constate ici à Téhéran, par exemple, je vis à Téhéran depuis 28 ans, c'est que le ciel n'a jamais été aussi bleu. Donc c'est un profond changement. La ville de Téhéran est une ville en général très polluée avec une des embouteillages très importants. Et depuis 2 mois, malgré le retour de la population dans la ville de Téhéran, les embouteillages, on n'assiste plus à autant de pollution que les années précédentes. Et puis, il y a une baisse de la température d'environ 5% par rapport aux années précédentes, ce qui montre qu'il y a vraiment un changement climatique important, même si c'est une agglomération très importante, avec en journée, dans la nuit, près de 10 millions d'habitants, et en journée, peut-être 14 à 15 millions d'habitants qui viennent travailler dans Téhéran. Donc, ce qui montre qu'il y a vraiment un changement climatique. Qu'on voit à travers la couleur du ciel, à travers la pollution, à travers la température de la ville de Téhéran. Bah, écoutez, en tout cas, je vous remercie infiniment, Siaosh Ghazi, d'être intervenu dans notre émission. Je vais également me tourner vers Pierre-Antoine Plaquevent pour un mot de conclusion. Oui, bah déjà, merci de réaliser ce type d'émission parce qu'effectivement, ça permet d'avancer et de faire de commencer à faire cette synthèse sur ce genre de sujet. Alors, il faut garder toujours en tête que quand on parle d'armes météorologiques climatiques, on parle d'armes qui sont par essence furtives. Et c'est en cela qu'elles sont intéressantes pour ceux qui les emploient, c'est que on ne peut pas. C'est le critère de non-attribution, en fait, qui fait qu'on ne peut pas désigner exactement qui vous attaque, comment, etc. Donc, c'est pour ça que et dans ce flou. C'est clair qu'après, on peut aussi diffuser l'accusation de complotisme et autres qui elles aussi, relèvent. En fait, moi, je dirais que les armes de guerre climatique, météorologique, relèvent de ce que les stratèges chinois appellent la guerre hors limite, de ce que le français Paul Virilio appelait la métropolitique, c'est-à-dire même plus la géopolitique, c'est-à-dire l'extension presque de la guerre et de la géopolitique à toute chose, hein, le débordement, donc c'est un peu même chose que la guerre hors limite, et aussi de ce qu'on appelle la guerre de cinquième génération, c'est-à-dire l'idée que finalement, maintenant, tout est un vecteur utilisable dans une polémologie, une guerre qui ne cesse pas, mais qui justement n'est plus déclarée, hein, un peu comme l'agression dont est victime l'Iran, qui n'est plus déclarée. Les guerres contemporaines finalement ne sont plus déclarées. Et je dirais l'aboutissement de cette logique, c'est que la guerre n'est plus déclarée, mais qu'elle ne cesse même plus en fait, et qu'il n'y a plus de distinction. On a vu ça avec les guerres mondiales, l'augmentation de cette logique-là, l'accroissement de cette logique, la distinction militaire-civile, les frappes contre les civils. À la fin, il y a cette idée, du moment que même le milieu naturel ou la santé des peuples, etc., sont des vecteurs, je dirais, militaro-stratégiques, mais à partir de là, il n'y a plus vraiment de zone de paix et de zone de guerre. C'est extrêmement important ce que vous dites, Pierre-Antoine Plaquevent, parce que là, on sort du domaine purement scientifique pour rentrer plus dans la réflexion politique. Mais ça, c'est l'un des critères du totalitarisme, d'abolir la distinction entre le privé et le public, par exemple. Et que donc, si le conflit atteint de manière indistincte la sphère privée et la sphère publique, eh bien, par nature, il devient totalitaire. Et on voit au changement d'armement que le conflit change de nature également. Et ça doit nous pousser à une réflexion sur le type de régime qui se met en place avec ce type d'armes. Par définition, on change de nature de régime. Donc on change de politique, si la politique existe encore. Enfin, en tout cas, elle mute devant nos yeux. C'est extrêmement important à voir, me semble-t-il. Il faut voir qui produit encore de la doctrine politique à l'heure actuelle. Eh bien, c'est par exemple les géants de la tech et Palantir, qui donc ces gens-là ont l'intention de créer la forme politique de l'avenir. Voilà. Donc, et ils sont en train de le faire, et ça passe par les modifications. Vous savez, au XXe siècle,
Karl Popper, qui a beaucoup influencé Soros, disait que finalement les bolcheviks avaient utilisé une ingénierie sociale trop violente. Donc elle avait été en quelque sorte rejetée par les populations. Il fallait il disait, pour modifier vraiment les sociétés, il fallait utiliser une ingénierie sociale par palier, progressive. Bon, ben on est là-dedans. Le problème, c'est que comme leur but, c'est quand même le contrôle, et finalement, faut se poser la question de qui contrôle qui. Donc leur but, c'est le contrôle, et donc ils doivent accélérer la marche. Et à chaque fois qu'ils accélèrent la marche, là, Visible. ils vont un peu trop, comme pendant le Covid, ça commence à se voir. Et on peut penser que si il y a un optimisme à garder, c'est là-dessus, c'est que maintenant, ça commence à se voir, comme dans le cas du comportement d'Israël à l'égard de ses voisins. Voilà, donc c'est peut-être ça qui sera la limite, et c'est finalement, c'est l'hubris, on trébuche toujours sur l'hubris. Donc peut-être que c'est ça qui les perdra. Un dernier mot peut-être, Philippe Bobola? Oui, Édouard Bernays, qui est un des pères fondateurs de l'ingénierie sociale, considérait que quand le gouvernement agit lentement et de façon invisible, il est indétectable. Or, depuis quelques années, le gouvernement invisible est devenu visible. Et donc, c'est peut-être notre chance, c'est-à-dire que ils sont obligés d'accélérer et en accélérant, on voit leur démarche. Et ça devient de plus en plus évident. Il y a une espèce de... C'est pour ça que le narratif journalistique officiel est là pour substituer à la réalité une autre réalité. Il y a quelques années, on nous disait on est en sécheresse alors qu'il y avait de la pluviométrie partout. Il y a des gens qui préféraient écouter les médias mainstream plutôt que de regarder la nature et constater par eux-mêmes. Donc, c'est un peu ça qu'on est en train de faire. On est en train de créer un monde virtuel. Effectivement, ce sont des armes de l'ombre. Le terrain de bataille, c'est nos cerveaux. Et on peut agir à distance sans savoir qui agit. Parce qu'effectivement, ces armes peuvent venir d'un pays et on peut accuser un autre pays. Donc, ça crée encore de la confusion dans la confusion. Et donc, c'est à nous de garder une certaine forme de rationalité, de partir sur des choses factuelles. Ça existe, il y a des brevets. Et pourquoi ils ne les utiliseraient pas? À partir du moment où un brevet est déposé, c'est qu'il y a une volonté d'utiliser. Donc, tout le monde le sait, en droit des brevets, on sait qu'un brevet, il est là pour être utilisé ou pour empêcher les autres de l'utiliser avant. Voilà. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Gardons cette rationalité malgré les accusations de complotisme. Souvent, ce sont les 10 complotistes qui ont l'analyse rationnelle du monde. Merci beaucoup, Philippe Bobola. Merci beaucoup, Pierre-Antoine Plaquevent. Merci infiniment, Siavosh Ghazi, en direct de Téhéran, d'avoir participé. Je dis tout de suite que Philippe Bobola, nous nous retrouverons dans quelques jours pour une Oui. émission avec Jean-Pierre Jean-Pierre Petit sur un autre sujet. sur un Voilà. autre sujet. Merci à tous et merci à vous, chers amis auditeurs de Toxin. À très bientôt.